La semaine que nous venons de vivre fait partie de ces fabuleuses semaines où on attend des événements qui sont censés changer nos vies, on compte les secondes et les minutes, et puis la news qu'on attendait depuis 2 semaines, comme si c'était la recette du trading algorithmique qui te fait gagner à tous les coups, 24 heures après c'est oublié et 48 heures après tout est remis à zéro parce que Trump a enfin décidé d'attaquer l'Iran. En résumé, dans ce Swiss Bliss, je vais vous résumer une semaine qui n'aura servi à rien puisque dès demain matin, on aura oublié le chapitre Cour suprême, droit de douane, Nvidia sur le toit du monde et la Fed, elle va faire quoi avec les taux pour passer directement au chapitre guerre au Moyen-Orient, détroit d'Ormuz fermé, et ça fait quoi le baril à 100 $ sur l'inflation? Donc bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 1er mars 2026, c'est bientôt le printemps, et il y a un job qui vient de se libérer dans la théocratie iranienne si ça branche quelqu'un. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Nous avons donc démarré lundi dans un joyeux mélange de droit constitutionnel américain, de caprices douaniers, de marchés qui détestent l'incertitude autant qu'un Golden Retriever déteste une gamine vide ou d'une gigantesque question existentielle. Est-ce qu'on est encore en train d'investir ou alors est-ce qu'on joue simplement à pile ou face avec des algorithmes? Oui, parce que lundi dernier, l'histoire du moment, c'était donc Trump et la Cour suprême. Le président a voulu faire du Trump, c'est-à-dire coller des tarifs douaniers sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui respire, sur tout ce qui exporte et sur tout ce qui ose exister hors des frontières des États-Unis en invoquant l'IEEPA, la loi d'urgence nationale qui donne au président un genre de cap de super-héros économique. Tu déclares une menace inhabituelle et extraordinaire et hop, tu débloques des avoirs, tu sanctionnes, tu gèles, tu interdis, tu restreins et tu fais des trucs qui font très très peur. Sauf qu'un détail a gêné les juges, dans la liste des super pouvoirs, il n'y a pas écrit tu peux mettre des taxes douanières sur le monde entier parce que tu t'ennuies. Résultat, claque, mais attention, pas une claque morale du style les tarifs c'est mal, non, plutôt une claque technique, chirurgicale, juridique qui dit pas avec cette loi-là, mon grand. Ça veut pas dire que tu peux pas, ça veut dire que tu dois faire autrement. Et là, évidemment, Trump, il a entendu, il s'est dit bon, ok, j'arrête pas, donc je me dis, ok, je change d'arme. Donc il sort la section 122, comme on sort un couteau suisse pour découper un steak et se limer les ongles. C'est pas fait pour, mais ça coupe quand même si tu forces un petit peu. Et bam, 10% pour tout le monde, et comme il était encore énervé 12 heures plus tard, parce qu'apparemment la gestion de la colère, c'est pas dans son programme, il rajoute 5%. Voilà. On était donc lundi, on avait déjà un truc magnifique à se mettre sous la dent, des tarifs anciens, potentiellement illégaux, des tarifs nouveaux, parfaitement légaux, et un monde entier qui se demande si au dédouanement on va payer 15%, 10%, 5% ou 30% parce que personne n'a la réponse et personne n'a rien compris. Et moi dans cette histoire, j'ai surtout une pensée pour les douaniers. Les gars, ils ont fait une école pour tamponner des papiers et vérifier des codes barres et ils se retrouvent du jour au lendemain à arbitrer un conflit constitutionnel entre Trump et la Cour suprême avec un container de grille pain chinois juste en face de lui. À ce stade-là, il peut mettre analyste macro à la place de douanier sur son profil LinkedIn, c'est pareil. Donc lundi, les marchés font ce qu'ils font toujours quand c'est pas clair. Ils vendent, oui, parce que, pas que c'est dramatique, mais juste parce que l'incertitude, c'est comme une odeur de cramé. Tu sais pas si c'est le grille-pain ou si c'est la maison, donc dans le doute, tu sors. Et tout ça se passe pendant que le monde est plus ou moins fermé. Le Japon était en congé, la Chine était en mode rideau baissé, New York en état d'urgence à cause de la neige, et les traders qui font du télétravail en pyjama avec un chat sur le clavier. Les volumes, une blague, mais l'ambiance, un grand classique, on vend parce que là, on sait pas trop pour l'instant. Et puis, au milieu de ce cirque douanier, il y a un truc qui commence à faire bip, bip, bip dans un coin, mais que tout le monde ignore et tout le monde s'en fout, parce que c'est moins sexy que Trump contre la Cour suprême, c'est Bluehole et le private credit. Là, on sort du théâtre pour entrer dans la plomberie, en profondeur. Bluehole suspend les retraits sur un fonds de crédit privé, c'est pas nouveau, mais bon. Alors c'est pas fermé pour toujours, on va juste calmer le jeu, parce qu'on appelle ça poliment du gating, et c'est ce que l'investisseur appelle « Ah donc en fait c'était liquide jusqu'à que j'ai besoin de liquidité ». Et donc là, évidemment, le marché se réveille parce que le private credit c'est devenu énorme, et parce que cette mécanique repose sur un paradoxe délicieux, des véhicules que tu peux vendre tous les jours, remplis d'actifs que tu peux pas vendre quand tu veux. Le fameux liquidity mismatch. Tant que personne ne panique, tout va bien. Et le jour où les gens veulent juste sortir, tu découvres que vendre un prêt illiquide, c'est comme essayer de
revendre un canapé à 2 h du matin, techniquement possible, mais tu vas devoir le brader et tu finiras frustré. Bref, le private credit commence à inquiéter, même Jamie Dimon le dit. Et comme c'était pas assez, eh bien, il y a eu le cas CoreWeave qui débarquait comme un exemple parfait puisqu'ils cherchent un financement de 4 milliards qui est bloqué pour la construction d'un data center parce que leur note c'est B+, et que soudain, on veut plus trop prêter à du B+. Et qui est derrière ce prêt? Eh oui, Bluehole, encore une fois. Donc voilà, vous pouvez comprendre assez rapidement, je suppose, que pendant des mois, nous avons du l'IA comme une fusée illimitée, et là, on découvre que le vrai baromètre, c'est peut-être pas forcément le nombre de GPU que Nvidia vendra ou annoncera avoir vendu mercredi soir, c'est le marché de la dette. Parce que l'IA, c'est beau, mais ça se finance, et si le robinet du financement se resserre, tu peux avoir tous les GPU du monde, ça te paye pas ton data center. Bref, l'incertitude, les tarifs, la crainte de payer 2 fois, le private credit qui tousse et le marché qui commence la semaine dans tous ses états et dans le rouge en se disant que tout ça, c'est peut-être juste une occasion de faire du dip pour un buy derrière parce qu'on est comme ça. On a peur, mais on adore acheter quand ça fait peur, surtout si quelqu'un nous promet qu'on oubliera tout mercredi soir. Donc lundi, c'était tarif et cours suprême. Mardi, c'était encore une fois la thématique du grand remplacement par l'IA. Et là, on assiste à un phénomène magique. Au lieu de regarder les boîtes qui fabriquent les pelles et les pioches, les semi-conducteurs, on se met à chercher les victimes. Les banques, les softwares, les cabinets d'avocats, les métiers de bureau, la moitié de LinkedIn et accessoirement tous les jobs qui passent leur vie à fabriquer des PowerPoint. Un papier sur Substack, un think tank que personne ne connaissait la veille sans un scénario, et si l'IA remplaçait les banques, et Wall Street qui est supposé être un endroit rationnel et froid, se comporte comme une foule dans un film de zombies. On court dans tous les sens, on crie et on jette American Express, Visa, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Tout le monde par la fenêtre. Le financier du S&P 500 se prend sa pire séance depuis des lustres, pas parce qu'il y a une récession confirmée, pas parce qu'il y a une crise de crédit avérée, mais parce qu'il y a eu une pensée intrusive collective, et si l'IA faisait du risk management mieux que nous. C'est ça la beauté de 2026, c'est ça, on n'a même plus besoin de fêtes, juste de théories fumeuses, et le marché appuie sur celle d'abord, et il pose les questions ensuite. Mais pendant ce temps-là, en Europe, on s'en fout. On bat des records parce que la faiblesse du dollar, ça nous arrange, parce qu'on n'a pas vraiment de techno dans nos indices et que tout est plus défensif. En gros, les USA sont dans le doute. Ils regardent la résistance des 7000 comme un mur impossible à franchir, mais l'Europe va bien. Le CAC est au plus haut de tous les temps et le SMI aussi. Et puis alors, mercredi, c'était le moment où le monde se calme. Tout le monde se recoiffe, on met une chemise propre et on se souvient qu'il y a un vrai truc qui compte dans ce monde merveilleux, c'est les chiffres de Nvidia. Oui, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut sur le commerce mondial, l'Iran, la Cour suprême, les douaniers en PLS et le private credit qui transpire, mais à la fin, dans ce marché, la liturgie est simple. Nvidia publie, donc nous existons, et Nvidia fait mieux que les attentes, et nous sommes donc les rois du monde. On entame donc le milieu de la semaine avec un scénario parfait, un rebond sur la tech, AMD qui annonce un partenariat massif avec Meta, on parle de gigawatts de GPU, de programmes à 100 milliards, et d'alliances stratégiques qui font passer les petites commandes pour des blagues. Le narratif sur l'IA change en 24 heures. Lundi, c'est l'IA va te tuer. Mardi, l'IA va te virer. Et mercredi, c'est l'IA va te faire signer des contrats parce que Anthropic met en avant des partenariats et plus la destruction du business. Et hop, Thomson s'en va, les logiciels respirent et on se retrouve à appeler ça investissement long terme alors que ça fait 48 heures qu'on change d'avis toutes les 12 minutes. Et puis, vient donc le grand moment. Nvidia publie et Nvidia fait du Nvidia. Chiffres énormes, IPS au-dessus, revenus au-dessus, et surtout guidance qui arrive avec un uppercut au lieu des 72, 73 milliards attendus, on sort à 78. Génialissime. En plus, la prévision n'intègre même pas un éventuel mieux en Chine et sur le data center, donc tu as Jensen Huang qui te regarde dans les yeux et qui te dit hey, « relax, on est au début ». Les clients se battent pour investir, se battent pour les GPU. C'est un cycle de remplacement massif et ça va prendre des années. Il n'y a donc pas de bulle. C'est simplement que l'IA est devenue une religion. Sauf que, et c'est là que la semaine devient savoureuse, malgré tout ça, le titre ne part pas en orbite. Il montouille, il hésite, il retombe, il finit à peine en hausse et le lendemain, c'était pire. Comme si le marché disait « Ok, c'est excellent, mais on le savait ». Et ça, c'est le twist de la semaine. Nvidia peut faire des chiffres stratosphériques, sortir une guidance délirante, et pourtant, l'action n'explose plus parce que le marché est devenu accro au surprise factor. À ces niveaux, être bon, ça ne suffit plus. Il faut être miraculeux, trimestre après trimestre, et en plus, il faudrait que tu ajoutes un dragon de licorne et une annonce qui change la physique quantique à l'intérieur des résultats pour que ça soit salué comme il se doit.
par le marché. En gros, si on prend les extrêmes, le plus haut prix payé sur Nvidia juste après les publications, le titre a perdu 11,5% sur la semaine. Et tout ça avec des chiffres stratosphériques. Donc tout est une question d'attente, de ce qu'on savait, de ce qu'on pensait et d'interprétation. Donc au final, cette semaine, depuis lundi, on a eu une Cour suprême qui dit pas avec l'IEEPA, un Trump qui dit ok, j'ai d'autres lois, un monde entier qui se demande s'il va payer 15 ou 30%, un private credit qui rappelle que la liquidité est un mirage, une panique sur l'IA version Skynet MBA CFA, un rebond IA parce que finalement l'ennemi devient un ami, et Nvidia qui confirme que tout est énorme, sans réussir à rallumer le délire total. Et c'est peut-être ça, la vraie morale de la semaine. On vit dans un marché où tout est extrême, mais où plus rien ne surprend. Un marché qui a besoin de dopamine, comme un ado a besoin de Wi-Fi, et où la réalité économique, la dette, les tarifs, les institutions deviennent juste du décorum autour d'une seule question. Est-ce que la machine à rêve continue de fonctionner? Pour l'instant, oui, mais on sent un truc nouveau. Même quand Nvidia fait un show parfait, le public commence à regarder sa montre et ça, mine de rien, c'est souvent le début de quelque chose. Et puis, il y a eu le week-end qui a commencé sous forme de feu d'artifice. Vous l'avez vu, vous le savez, les USA et Israël ont donc attaqué l'Iran de manière préventive. Et l'Iran a commencé à répliquer dans tous les sens en tirant sur tout ce qui est autour d'eux et qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Dubaï, Bahreïn, Doha, etc., etc. Tout le monde a eu droit à son drone ou à sa salve de missiles. L'Iran a donc fermé le détroit d'Ormuz et donc là, il n'y a pas besoin d'être expert en inflation et en économie pour imaginer que le prix du pétrole va exploser. Et que si le pétrole il explose, l'inflation va repartir à la hausse. Et que si le baril freeze ou se rapproche un peu trop des 100 $, on va reparler récession. En gros, Trump fait les gros bras depuis samedi matin, mais il ne va pas pouvoir se permettre de voir cette guerre s'éterniser. Parce que si le gallon monte de 30%, ça n'augure rien de bon pour les midterms. Enfin, surtout pour Trump. Sans compter qu'au vu de ce qui vient de se passer, on peut presque dire que l'éventuelle prochaine baisse des taux à venir vient de s'évaporer au milieu de l'atmosphère. Nous voici donc dans un conflit généralisé dans la région, un conflit retransmis en direct sur X et un président américain qui encourage les Iraniens à se soulever pour remplacer le régime avec des gens normaux. En attendant, on surveille le pétrole, on attend de voir l'ouverture de lundi matin qui devrait être en forte baisse. Les tweets qui parlent de bain de sang sont déjà légion, mais je peux vous garantir une chose, c'est que dans 48 heures, on va déjà parler d'acheter au son du canon. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Derrière cette formule un petit peu brutale que vous connaissez tous, il y a une mécanique très simple, les marchés réagissent à la peur immédiate et pas à la morale de l'histoire. Le canon, c'est donc le choc, l'annonce de la guerre, l'invasion, les missiles, les experts en plateau qui parlent de 3e guerre mondiale à la minute 12, et à ce moment-là, le marché ne fait pas dans la nuance, il vend, il intègre le pire scénario possible, il price la récession, le choc pétrolier, la panique financière, les taux qui ne baisseront plus jamais, et pourtant, si tu regardes un tout petit peu l'histoire, c'est souvent là que se cachent les meilleurs points d'entrée. En 1941, après Pearl Harbor, Wall Street chute violemment, puis entame un long cycle haussier avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 91, au début de la guerre du Golfe, le marché plonge avant l'offensive terrestre, puis rebondit fortement une fois que l'issue militaire paraît beaucoup plus claire. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, même scénario, chute avant l'opération, rallye dès que l'incertitude diminue. En 2022, au déclenchement de la guerre en Ukraine, les indices corrigent brutalement, puis remontent dans les semaines qui suivent. Alors que même le conflit continue, on sait plus que bien. Aujourd'hui, alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que le marché déteste l'incertitude plus que la guerre elle-même. Une fois que le conflit est encadré, même s'il est tragique, les investisseurs peuvent recommencer à modéliser pétrole à combien, inflation à quel niveau, taux d'intérêt jusqu'où. Le marché ne célèbre pas la guerre, il respire dès qu'il peut quantifier le risque. C'est son job. Et le clairon alors? C'est le moment où les journaux parlent de cessez-le-feu, d'accords de reconstruction, l'optimisme revient, mais très souvent, la bourse a déjà rebondi bien avant parce qu'elle anticipe, elle n'attend pas la signature officielle de l'acte de paix pour acheter. Et c'est pour ça que la citation fonctionne, on achète quand la peur est maximale et que les prix intègrent l'apocalypse, et on vend quand le soulagement devient consensuel et que la bonne nouvelle est déjà dans les cours. Alors évidemment, c'est pas une règle magique, si une guerre devient systémique, mondiale ou provoque un choc énergétique durable, les marchés peuvent souffrir très longtemps. Mais dans la majorité des conflits localisés, la baisse initiale est souvent plus violente que la réalité économique qui suit. La bourse n'a pas d'émotion, elle anticipe, elle exagère et elle digère. Le bruit du canon fait paniquer les hommes et le bruit du clairon rassure les foules. Mais les prix, eux, ils bougent avant
ces deux événements. Et en finance, ce n'est jamais le bruit qui compte, c'est toujours le timing et le niveau de peur déjà intégré dans les cours. Alors si lundi c'est le bain de sang comme les experts sur X nous l'annoncent, il faudra trouver les points d'entrée pour respecter l'histoire de la finance, à moins que les gardiens de la révolution rendent les armes d'ici ce soir. Du coup, on verra jamais la baisse et le pétrole à 100 $. Si on regarde les performances de la semaine, alors ça ne veut pas plus dire grand-chose maintenant parce que les cartes vont être redistribuées du lundi matin. Évidemment, l'argent va bien, l'or continue d'aller bien, le Nikkei continue de monter avec 3,56 sur la semaine quand même. Shanghai reprend 2% après sa réouverture. Vous voyez que l'Europe va bien, l'Italie est en hausse de 1,59%. Le SMI a tapé les plus hauts historiques cette semaine. Le pétrole montouillait, mais il va se rattraper lundi matin a priori. Le CAC est en hausse et lui aussi a touché les plus hauts historiques. Le DAX n'est plus loin des records. Et vous voyez que les États-Unis, moins 0,44 sur le S&P 500. Le Nasdaq en baisse de quasiment 1% et le Semiconductor Index, merci Nvidia, en baisse de quasiment 2%. Vous voyez que pour l'instant, il y a deux salles, deux ambiances et c'est beaucoup plus dur sur le côté américain qui n'arrive pas définitivement à passer cette résistance à 7000 points sur l'indice. Au niveau des titres du SMI, vous voyez que Swiss Re, on va en reparler, reprend 5% sur la semaine, Alcon 4%, on va en parler aussi, Nestlé était recommandé à l'achat par plusieurs brokers, plus 4%, Novartis plus 3%. Forcément, quand vous avez ça qui monte, la question est terminée. Oui, le SMI est en hausse et oui, le SMI a touché des plus hauts historiques. Et de l'autre côté, on a Partners Group qui, eux, sont au plus mal avec une baisse de 7,63%. Il faut dire qu'ils ont annoncé en début de semaine leur intention d'ouvrir des bureaux, je crois, au Koweït. Donc, c'est assez bien foutu au niveau du timing pour l'instant. Enfin, voilà, grosso modo, les gros noms continuent de monter. UBS souffrait à cause de la thématique des financières et de l'intelligence artificielle. Et l'un dans l'autre, ça va pas trop mal. D'un point de vue technique, vous voyez le SMI, alors lui il est dans sa tendance haussière, c'est quasiment du vertical. Je vous disais la semaine dernière qu'on allait probablement aller chercher cette résistance au niveau des 14 000. Vous voyez que c'est fait, on termine quand même la semaine à 14 014, donc on est au plus haut quasiment, on termine la semaine au plus haut de tous les temps sur le SMI, vous le voyez maintenant. Donc grosso modo, ça va plutôt pas mal sur la Suisse. Maintenant, il faut quand même bien constater qu'on a une résistance technique assez importante à ce niveau-là. Pour traverser, ça risque de pas être forcément très très simple sur l'indice helvétique. Le S&P 500, ça se passe de commentaires. Pour l'instant, on s'emmerde profondément dans cette zone-là. Vous voyez que globalement, on est en train d'aller chercher des niveaux qui sont assez délicats. On est en train de faire une espèce de coupole comme ça. Il y a un risque effectivement que ça corrige. Ça risque de taper un petit peu en début de semaine à cause de la guerre. On a évidemment un point d'intérêt autour de 6600 qui correspond à la moyenne mobile des 200 jours. Je pense pas qu'on va aller là tout de suite, mais en tout cas, pour l'instant, on n'arrive pas, en tout cas, à aller plus haut sur le S&P 500. Je vous le disais tout à l'heure, sur la tech, c'est plus compliqué. Le Nasdaq est en bas de son range. On peut même aller dire qu'il va aller chercher les 24 150 ces prochains temps, mais on est toujours dans une espèce de range latéral. On n'arrive pas vraiment à s'en sortir, un peu à l'image du reste du marché. Le SOX, il s'est pris une claque. Bon, ça, c'est à cause de Nvidia qui a sorti des très bons chiffres. J'insiste là-dessus, mais ça ne suffit pas parce qu'on s'attendait à beaucoup plus mieux bien. On n'est jamais content pour l'instant. Donc, il faut vraiment sortir des choses extraordinaires pour qu'Nvidia puisse monter beaucoup plus haut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop comment elle pourrait surperformer ou faire mieux que ça, même si les chiffres étaient très bons. Et si ça suffit pas, ça devient problématique. On a une forme quand même de support sur les Semiconductor Index qui passe par les 7900. Il ne faudra pas qu'on casse. On va prendre la moyenne mobile à 7750 sur les 50 jours. Là. Donc il faudra faire attention. Mais on a l'air d'être un petit peu dépressif en ce moment sur la tech américaine à très court terme en tous les cas. Paris a donc fait un nouveau plus haut historique, pas vendredi, mais jeudi soir, on était au plus haut de tous les temps. Donc on a eu un high à 8642,23 sur le CAC. Tout va bien en Europe, je vous l'ai dit en début de présentation, en début de vidéo. Grosso modo, la faiblesse du dollar et la recherche de boîtes un petit peu plus défensives a fait que ça a plutôt bien fonctionné. Le DAX est un petit peu en retard, mais avec le côté guerre, ça devrait peut-être repartir lundi, ce qui permettra peut-être d'aller chercher les plus hauts de tous les temps ces prochains temps. Oui, on sait que quand ça pète quelque part, Rheinmetall explose à la hausse en général, donc du coup, eh bien, ça devrait aider encore le DAX à remonter un petit peu. L'or est au plus haut depuis un bon moment, 5300, ça devrait continuer ces prochains temps, bien sûr, à cause de ce qui se passe. On va chercher des valeurs refuges. Donc l'or devrait remonter en direction des 5500. Et puis alors, la vedette de la semaine dernière et de cette semaine, bien sûr, c'est le pétrole qui continue de monter. Vous voyez ce canal haussier qui devrait plus dire grand-chose, vouloir dire grand-chose dès lundi matin.
On devrait probablement casser tout ça à la hausse. La grande question, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz et tout ce qui va aller derrière. Où est-ce que ça va nous emmener? Autant vous dire qu'effectivement, avec un baril au-dessus des 70 $, ça va commencer à être très très compliqué au niveau inflation et au niveau essence. Donc une espèce de crise pétrolière, entre guillemets, on va pas commencer à parler de ça, mais effectivement, si on a un rebond massif sur le baril, ça risque d'être compliqué. Je pense que 100 $, c'est un peu utopique dans l'immédiat, mais il faudra voir combien de temps ça dure. Comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, les Américains ne peuvent pas se permettre d'avoir une guerre qui dure beaucoup trop longtemps. On commence par les vedettes de la semaine avec Alcon. Alcon qui continue de vendre des lentilles et des instruments pour les yeux. C'est moins glamour que l'IA, mais les gens continueront à voir flou demain matin. Donc le business reste solide. Sur 2025, le chiffre d'affaires grimpe à 10,4 milliards contre 9,9 l'an dernier. Donc ça vend plus, ça progresse, ça avance. En revanche, le bénéfice net recule légèrement, 980 millions contre 1,02 milliard un an plus tôt. Le bénéfice par action passe de 2,05 à 1,98. Rien de dramatique, mais c'est pas non plus l'euphorie totale. En résumé, plus de volume, un peu moins de profit, un dividende inchangé à 0,28. Traduction, on ne sabre pas le champagne, mais on ne coupe pas le robinet non plus. Une bonne vieille stabilité suisse. Et puis alors, pour 2026, la direction reste confiante pour l'avenir. Croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 7%. Bénéfice par action attendu en hausse de 9 à 12% à charge constante. Donc le message est clair. 2025, c'est une année de transition. 2026, on promet un peu plus de dynamique. Alcon, c'est pas vraiment le genre de boîte qui fait vibrer à plus 20% en une séance. Mais dans un monde où tout le monde parle d'explosion et de disruption, avoir une entreprise qui progresse tranquillement dans un secteur structurellement porteur comme les soins oculaires, eh bien, ça rassure, bien sûr. C'est moins spectaculaire que Nvidia, mais personne n'a encore inventé une IA qui remplace une cataracte. Enfin, pour le moment. Voilà, vous voyez que les résultats ont quand même été bien salués. Le titre casse tout à la hausse, casse la moyenne mobile des 200 jours. Pour l'instant, il y a un truc qui est en train de changer chez Alcon. Hein. Ça résume bien ce qu'ils ont dit. Effectivement, 2025, c'est transition et 2026, c'est reconstruction. Donc, sur faiblesse dans la zone des 63-64, je pense qu'il faudra essayer d'en accumuler pour jouer ce démarrage d'une nouvelle tendance qui pourrait se dessiner sur les prochains mois. Pendant que tout le monde regardait les missiles, les tarifs et Nvidia comme si le sort du monde dépendait d'un GPU, Sandoz a fait un truc beaucoup moins spectaculaire, mais beaucoup plus rentable. Ils ont exécuté. Deuxième année complète hors Novartis, et le laboratoire bâlois montre qu'il sait marcher tout seul, clairement. Chiffre d'affaires à 11 milliards, en hausse de 7%, les génériques qui progressent tranquillement, les biosimilaires qui, eux, décollent à plus 15% et pèsent déjà plus de 30% des ventes avec 2 ans d'avance sur le plan de marche. Et c'est là le point clé. Les biosimilaires, c'est beaucoup plus rentable. Résultat, marge en hausse, bénéfice ajusté à 1,6 milliard et un marché qui applaudit à plus 10%. Mais le vrai sujet n'est pas 2025, là aussi c'est ce qui arrive. Une vague massive d'expiration des brevets sur des médicaments biologiques se profile. Des centaines de milliards de ventes qui vont tomber dans le domaine public et Sandoz explique calmement qu'il est positionné sur environ 60% de ces opportunités. Traduction, on entre peut-être dans une décennie dorée pour ceux qui savent copier vite et bien. C'est pas sexy, c'est pas futuriste, c'est pas disruptif, je le conçois. Mais quand les brevets tombent et que les États veulent payer moins cher leurs médicaments, eh bien ce genre de business devient soudain très attractif. Voilà, le graphique se passe de commentaires, la tendance est parfaite. Alors là, la publication des résultats a fait s'envoler le titre, et puis derrière, on a eu 2 downgrades successifs qui ont renvoyé le titre à la casse. Donc effectivement, on a quand même une performance de malade depuis, on va dire, depuis les tarifs de l'an passé, depuis Liberation Day de 26 à quasiment 72 l'autre jour. Donc on a quasiment triplé la valeur du titre. Donc effectivement, ceux qui étaient sur buy sont en train de prendre quelques prises de profit. Mais en attendant, vous le voyez très clairement, là c'est ce qu'on appelle vraiment une tendance plus que bien marquée. Donc tant qu'on est dans cette tendance, eh bien il ne faut pas aller contre le vent. Donc dans la zone des 64-65, eh bien ça reste des niveaux d'achat relativement intéressants tant qu'on ne change pas d'orientation. Suisse Re a fait du Suisse Re, c'est solide, c'est discipliné et opportuniste quand il s'agit de rendre du cash. En 2025, le réassureur affiche un bénéfice net de 4,8 milliards en hausse de 47%. Objectif dépassé, consensus respecté, ratio combiné à 79,4, largement sous la barre des 85. Une année calme sur les catastrophes, souscription propre, taux d'intérêt favorable et un ménage bien fait dans les activités moins rentables. Rien d'exotique, mais juste
efficace. Soyons honnêtes, ce ne sont pas les chiffres qui ont fait monter le titre de plus de 4%. Ce qui plaît vraiment, c'est le rachat d'actions d'1 milliard de dollars qui s'ajoute à 500 millions déjà autorisés. En clair, on réduit le nombre d'actions, on soutient le cours, on chouchoute l'actionnaire et on relève le dividende de 9% à 8 dollars. Les investisseurs adorent ce genre de message. On ne trouve pas assez d'opportunités excitantes. Ben c'est bien, on vous rend de l'argent. Sauf que tout le monde n'est pas convaincu. Certains analystes notent que le capital redistribué dépasse légèrement ce que l'activité génère vraiment. Et derrière la générosité, il y aurait un marché de la réassurance qui commence à ralentir avec des renouvellements moins favorables. Donc on a deux lectures, la version optimiste, discipline, rentabilité, gestion proactive du capital, début d'un nouveau cycle de création de valeur, et la version prudente où on compense un futur moins dynamique avec un gros chèque aujourd'hui. Pour l'instant, le marché, lui, il a choisi la première et tout se passe bien pour Swiss Re cette semaine. Voilà, le graphe se passe de commentaires. Vous voyez qu'on a fait le point bas, visiblement dans la zone des 124, 125. Et puis maintenant, ça repart gentiment, mais surtout, effectivement, ça reste une machine à cash pour ceux qui veulent toucher du dividende et être relativement en sécurité. En tout cas, même à 135, je trouve pas que c'est encore des prix délirants pour faire de l'investissement long terme. Holcim vend du béton et en 2025, le béton a pris un petit coup de marteau. Le bénéfice net s'effondre de près de 75% à 347 millions. Est-ce qu'il faut paniquer? Non, c'est surtout un gros effet comptable lié à la vente des activités nigérianes. Une simple écriture et pas un effondrement du business. Et si on regarde proprement hors amortissement et frais de cession, le groupe gagne encore 1,78 milliard, pardon. Bon, c'est pas la fête, mais c'est pas l'hécatombe du tout. Le chiffre d'affaires recule de 2,9% à 15,7 milliards, plombé par le franc fort qui a mangé presque 6 points de croissance. Traduction, opérationnellement, ça tient. Et c'est la devise qui fait un petit peu mal. Et justement, côté opérationnel, la marge s'améliore à 18,3%. Les récurrents ne reculent quasiment pas. Et donc, la machine industrielle tourne correctement. Pour 2026, la direction promet le retour à la croissance, plus 3 à plus 5 sur les ventes, plus 8 à plus 10 sur le résultat récurrent et environ 2 milliards de cash flow. Seul bémol, le franc suisse, encore lui, qui pourrait grignoter quelques points. Le marché, il ne dramatise pas. Le titre finit légèrement en baisse, rien de violent. Mais en résumé, 2025 est une année brouillée par des effets comptables et le change. Et 2026, Holcim veut remettre la truelle dans le bon sens. Oui, je sais, c'est moins spectaculaire que Nvidia. C'est pas de l'euphorie, mais quand on parle de reconstruction, d'infrastructure et de béton, il y aura toujours quelqu'un pour couler une dalle quelque part. Voilà, vous le voyez, donc suite aux chiffres, on n'a pas trop aimé. On est passé de 75-20 à 70 et des poussières. Bref, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et puis effectivement, avec toutes ces guerres dans tous les coins, il y a bien un moment où il faudra commencer à reconstruire. L'un dans l'autre, sur faiblesse, Holcim devrait redevenir un candidat relativement intéressant. Et puis on termine avec le en vrac de la semaine. Swatch va demander le remboursement rétroactif des surtaxes américaines déjà payées. Bonne chance pour revoir ton argent. Belimo, le spécialiste des techniques de chauffage et de ventilation, a réalisé des résultats en hausse l'année dernière, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas plu du tout. Oerlikon est désormais délesté de la division Barmag. Le groupe a moins souffert que prévu l'an dernier. Les actionnaires percevront un intéressement sur le produit de la cession sous la forme d'un dividende exceptionnel. On a bien aimé sur le marché. La filiale de Galenica, Bixel, a abandonné l'activité de production pharmaceutique à Interlaken pour se concentrer sur les soins à domicile. Une mesure qui menace directement 170 postes et le titre est désormais recommandé à la vente par UBS. Dormakaba a présenté des résultats en recul sur la première moitié de son exercice. La société immobilière PSP Swiss Property a profité d'une nouvelle fois d'effets de revalorisation l'an dernier. Ils ont dégagé un bénéfice net de plus de 400 millions. La société d'investissement Bellevue Group a subi une évaporation de son bénéfice net en 2025 et astreint ses actionnaires à un petit régime. Temenos s'est envolé. L'éditeur de logiciels bancaires a confirmé la veille une croissance généralisée et une rentabilité accrue en 2025. Le bénéfice net a décollé et le dividende a, dans la foulée, été revu à la hausse. Adecco a repris des couleurs après avoir fait part de revenus stables en 2025, alors que le bénéfice a un tout petit peu diminué. Puis Georg Fischer a par contre sombré après avoir fait part d'un recul de ses ventes, comme de sa rentabilité l'année dernière. Le constructeur de machines d'usinage Bystronic a réduit ses pertes. Le fabricant de lingerie Kalida a enregistré une baisse du chiffre d'affaires
mais a dégagé un bénéfice net. Clarion se retrouve dans les chiffres rouges. Le transformateur de lait EMI a amélioré sa rentabilité, parvenant à compenser la force du franc et les droits de douane américains. FineTool a réduit sa perte. Idorsia a réduit ses dépenses, mais n'est pas parvenu à renouer avec les chiffres noirs. Intershop a plus que doublé son bénéfice et versera un dividende plus élevé. Kudelski a enregistré une baisse de ses recettes et a bouclé l'exercice dans le rouge. Mayer-Tobler a connu un exercice 2025 en demi-teinte, marqué par des revenus stables mais des résultats en recul. Sulzer a accru sa rentabilité et étoffé ses revenus. Zender a retrouvé les chiffres noirs après une perte sèche l'année précédente. Et puis Novartis a finalisé l'acquisition du laboratoire californien Avidity. Les actionnaires d'Avidity vont recevoir 72 $ par action en espèces, ce qui valorise l'entreprise à environ 12 milliards. Roche a quant à lui bénéficié d'une extension d'homologation par Swissmedic du médicament Gazivaro pour la néphrite lupique. Voilà ce que l'on pouvait dire de la semaine qui se termine ce soir. Mais dans ce genre d'histoire, ce que l'on sait, c'est que peu importe ce qui s'est passé jusqu'à samedi matin, ce qui va nous intéresser, c'est la guerre pendant ces prochains jours. Et c'est souvent là que les meilleures affaires se font. D'ailleurs, si on se base sur le Bitcoin, il s'est fait défoncer hier matin dès qu'on a appris l'attaque des Américains. Et on est déjà de retour à la case départ. Affaire à suivre donc, mais on aura certainement beaucoup de trucs à se dire dès demain, toute la semaine qui va venir. Et côté chiffres, il n'y aura pas grand-chose de super sexy, si ce n'est les NFP qui sortiront vendredi. Oui, nos fameuses NFP, si quelqu'un s'intéresse encore à l'emploi américain. En attendant, on va suivre le compte Truth Social de Trump, puisqu'on ne parle plus que de ça. L'affaire Epstein, c'est réglé. La Cour suprême, c'est réglé. L'IA, c'est réglé. Les taux, c'est réglé. Bref, tout est réglé. Reste plus qu'à trouver un nouveau CEO pour l'Iran et ce sera plié. Passez un excellent reste de dimanche et on se voit demain pour le Morning Bull Live. Comme d'habitude, soyez forts et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote, d'activer la cloche pour ne rien rater et puis de liker, de partager, de commenter. En tous les cas, merci d'être là parce que la moyenne des vidéos vues tous les jours est juste en train d'exploser. C'est absolument hallucinant. Merci beaucoup et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.